Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 9e édition de notre série Lunch and Learn, qui sont des événements qui s'inscrivent dans les travaux de la chaire sur la modération des contenus, qui est un projet qui est financé par la région Île-de-France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nel Séguier, qui va animer cette séance. Nel est doctorant à l'EHESS, où il prépare une thèse de philosophie politique sur la modération des contenus et la régulation des plateformes. Depuis 2019, il s'intéresse particulièrement aux travaux des modérateurs de contenu qui sont situés à Barcelone et qui travaillent pour Meta. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il a rencontré Antonio Casilli, qu'il a encadré durant ses travaux de master. Et cette session est un petit peu différente parce qu'elle est animée donc par Nel Séguier, avec l'objectif aussi de faire découvrir des travaux de doctorants qui s'inscrivent dans la continuité des projets sur lesquels nous travaillons au sein de la chaire. Je cède donc la parole désormais à Nel Séguier, que je remercie bien chaleureusement de bien vouloir animer cette session avec Antonio Casilli, que je remercie également. Merci beaucoup Suzanne. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais du coup commencer en remerciant Suzanne, Stéphania, Di Stefano et le CNAM pour l'organisation de ce Lunch and Learn qui est particulièrement pertinent et important en ce moment sur le sujet de la modération des contenus sur Internet. Alors, la modération, c'est un sujet médiatico-politique depuis 2018 au moins, minimum, hein. Mais depuis les annonces de Zuckerberg en janvier 2025, l'adoption du DSA et le bras de fer géopolitique engagé entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question de la souveraineté numérique, le sujet est d'autant plus à la mode. Alors, qu'est-ce que la modération de contenu ? Je vais mobiliser 3 définitions. Je vais retenir en premier lieu la définition qui a été faite par Romain Badoir et Anne Bellon dans leur introduction, alors je vais dire en anglais plutôt, dans leur Introduction on the Special Issue on Content Moderation on Digital Platforms, qui a été publié par Internet Policy Review. Je cite, « La modération de contenu est le processus multidimensionnel à travers lequel les contenus produits par les utilisateurs est surveillé, filtré, ordonné, amélioré, monétisé ou effacé sur les plateformes de médias sociaux. Ce processus comprend une grande diversité d'acteurs qui développent des pratiques spécifiques de régulation des contenus. Les utilisateurs, les ONG, les activistes, les journalistes, les publicitaires, les experts, les designers et les chercheurs deviennent de plus en plus impliqués dans des activités liées à la modération, à côté, conjointement ou contre les autorités publiques et ou les entreprises. Alors cette définition, elle est très bien, elle englobe certainement la plupart d'entre vous ici présents, mais elle a un léger problème, et Antonio aura l'occasion de revenir dessus, j'en suis sûr, c'est qu'elle fait fi des acteurs centraux de la modération, à savoir les modérateurs. 2 autres définitions plus courtes, plus synthétiques, paradoxalement plus denses. La chercheuse américaine Sarah Roberts avait défini les Commercial Content Moderators comme suit. Il s'agit des professionnels payés pour filtrer le contenu téléversé sur les sites de médias sociaux d'Internet pour le compte des entreprises qui sollicitent la participation des utilisateurs. Leur travail consiste à évaluer et à juger le contenu en ligne généré par les utilisateurs et à décider s'il peut rester en ligne ou s'il doit être supprimé. Et une dernière proposée par Nikos Myrnaios, qui lui est prof à l'Université de Toulouse. Il s'agit des humains qui opèrent des décisions pour savoir si un contenu sera publié sur Internet ou pas, en fonction d'un certain nombre de critères définis par leur employeur ou la structure pour laquelle ils travaillent. Alors, ces définitions nous aident un peu mieux à cerner l'enjeu de la modération et certains documentaires. Je pense évidemment à l'épisode 3 d'Invisible et travailleurs du clic, coécrit par Antonio, ou encore The Trauma Floor de Casey Newton, nous familiarise avec l'enjeu de la modération et des risques, notamment psychosociaux, associés à ce métier. Mais ces risques ne sauraient pas occulter une réalité encore plus grave, si j'ose dire, une réalité liée à la réalité de la pratique de modération. La modération est avant tout un travail de données. Les modérateurs sont des annotateurs de données, des travailleurs du clic, dont les clics entraînent et produisent les algorithmes. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Antonio Casilli
Antonio est professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris. Il se penche sur l'économie politique du travail caché de l'IA. Il est co-directeur du Deep Lab pour Digital Platforms Laboratory et l'auteur d'ouvrages majeurs sur le microtravail et la chaîne de production algorithmique, telle qu'En attendant les robots, qui a connu, si je ne me trompe pas, une réédition en 2025, en ajoutant, il me semble, un chapitre sur ChatGPT. Le dernier rapport du Deep Lab, qui a pour titre « Le travail sur les données en Égypte, qui sont les travailleurs derrière l'intelligence artificielle ?», propose la première analyse approfondie des travailleurs égyptiens du secteur de la data. C'était réalisé par Myriam Raymond de l'Université d'Angers, Lucie Neveu d'HEC, Paola Tubaro du CNRS et Antonio Cassile lui-même. Alors, quelques mots sur moi enfin pour terminer. Moi, je suis doctorant, comme l'a dit Suzanne, au LAP, à l'EHESS, où je prépare une thèse sur la modération de contenu et la régulation des plateformes, avec une approche éthique, herméneutique et juridique, et une forte composante sociologique qui résulte de l'influence qu'a exercée Antonio sur mon approche, puisqu'il a été mon directeur de mémoire à l'EHESS. Alors, depuis plusieurs années, je mène des entretiens avec des modérateurs de contenu de Meta à Barcelone, où environ 2000 modérateurs couvraient l'Amérique latine, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Scandinavie et Israël. Ils étaient employés par une sous-traitante. Antonio ne manquera certainement pas d'explorer les implications et les enjeux de la sous-traitance, qui les a tous licenciés sans avertissement en avril dernier. Dans les mois à venir, une myriade de procès va débuter, portant sur plusieurs enjeux, allant de la discrimination salariale au dommage psychologique, en passant par le licenciement abusif. Antonio, tu as la parole. Merci Neil. Donc voilà, vous avez bien compris, il s'agit de une introduction faite par quelqu'un avec lequel il y a une collaboration depuis longtemps. Je vais aussi dire qu'il y a deux personnes qui ont vraiment aidé ma compréhension du phénomène de la modération. L'une a été citée, c'est Sarah Roberts, donc c'est une collègue, une amie qui a écrit ce livre fondamental qui a été publié en français derrière les écrans et dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface. Et la deuxième personne qui a aidé et façonné ma manière de comprendre la modération, c'est Neil même. Parce que au moment où il a entamé son travail de mémoire, c'était le moment aussi où je me penchais, j'avoue, avec moins d'accès de terrain que lui. Après, l'accès de terrain s'est fait par d'autres moyens et sur d'autres pays, vous allez le voir. Mais en effet, c'était une rencontre avec lui absolument fondatrice pour ce que je vais présenter aujourd'hui. J'ai décidé de changer légèrement le titre pour mettre à jour par rapport aussi à notre réflexion, pas seulement la mienne, mais celle du Deep Lab en général. En 2026, désormais, nous n'utilisons plus la définition de travailleur du clic, nous utilisons plutôt la définition d'ouvrier de la donnée. Si vous voulez, ce qu'on dit en anglais quand on parle de data workers. Donc, data workers peut être traduit en français comme ouvrier de la donnée. Donc, c'est aussi pour se rattacher à un mouvement plus vaste, plus long, avec une longue histoire de plusieurs siècles, qu'est l'histoire effectivement des mouvements ouvriers. Et vous allez aussi voir que notre manière d'utiliser l'adjectif invisible, c'est toujours entre beaucoup de guillemets. Donc il y a une évolution chez nous aussi qui consiste, si vous voulez, à mettre à profit ce que nous avons appris dans les dernières années. Parce que, en effet, et là je dois passer. Voilà. En effet, notre travail dans le contexte de Deep Lab, qui est conduit avec nos collègues, nos étudiants, nous a amené à produire plusieurs rapports. Donc, le dernier qu'il a cité, c'est celui sur l'Égypte, mais on en a produit sur plusieurs pays européens, sur la France même, sur le Brésil et bientôt, dans quelques mois, sur le Chili. Donc, c'est surtout, disons, si vous voulez, une équipe dynamique avec une certaine tendance à zigzaguer entre le nord et le sud. Est-ce que vous voyez mes slides ou alors vous êtes encore sur la première?
Donc, ok, très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est les pays dans lesquels on a conduit des enquêtes, parfois des terrains, des observations participantes. Donc, on a une certaine tendance à ne pas se concentrer exclusivement sur le nord, l'hémisphère nord, comme hélas la plupart de nos collègues, qui après finissent par parler de travailleurs invisibles, de travailleurs fantômes, ghost workers, etc., etc. Nous, on a un peu cette idée qui consiste à dire que pour peu qu'on se déplace pour aller là où sont ces personnes, là on les trouve. Donc on les trouve par exemple à plusieurs endroits et on les documente. Et quand on dit documente, c'est aussi parce qu'on fait plus que de la publication scientifique. J'ai eu l'honneur, le plaisir de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Henri Poulain et France Télévisions pour produire ces deux documentaires. Vous allez voir, c'est important de le citer, bon, il l'a déjà fait. Donc il y a Invisible qui a été publié sous forme de série en 2020 et après en 2022 comme un documentaire entier passé sur France 2. Et après, Les Sacrifiés d'Elia qui est sorti exactement, il y a exactement un an sur France 2 encore. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est une entrée dans la thématique d'aujourd'hui. Je veux commencer par ce petit splash dans une situation de terrain que Neil connaît très bien, les modérateurs de Barcelone, que s'est-il réellement passé, et donc faire un peu la part entre ce qui nous est raconté, surtout dans la presse ou dans les communiqués même des entreprises concernées, et ce qui s'est passé en réalité sur le terrain. Bon, en 2020, déjà, dans le cadre de ce projet qui s'appelait Les Invisibles, nous nous sommes heurtés au secret industriel pour pouvoir accéder à cet édifice qui s'appelle la Torre Gloriès à Barcelone, où il y avait à l'époque, selon les chiffres officiels, près de 1000 modérateurs de Facebook. Et à l'époque, Facebook, soyons clairs, bon, c'était un autre moment, niait carrément l'existence des équipes de modération ou alors minimisait leur rôle et disait qu'il s'agissait tout simplement de personnes qui, grosso modo, s'occupaient d'une partie marginale du processus d'amélioration de l'expérience des médias sociaux, hein, donc de Instagram, de Facebook et compagnie. Mark Zuckerberg, en 2021, avait été auditionné par l'Assemblée américaine et avait déclaré que le filtrage était automatisé à 98%. Donc, il ne restait que 2% de contenu à modérer. Nous allons voir que déjà, il y a quelques mois après, en 2021, lors de la fuite de données connue comme les Facebook Files, on a su que, en réalité, les nombres des effectifs de ces modérateurs ne correspondaient pas à une activité marginale, parce qu'il y avait au moins 45 équipes ou alors 45 centres de modération similaires à celles de Barcelone. Si on fait vraiment une estimation pifométrique de 45 000 personnes, 45 fois 1000, on se retrouve effectivement face à une force de travail déjà assez significative. En plus, quand même, Facebook n'a pas changé sa stratégie qui consiste à minimiser ou dire que ouais, ça c'était avant. Maintenant, c'est fini, c'est changé. Déjà, officiellement, en janvier 2025, lors de l'inauguration de Donald Trump, Mark Zuckerberg s'est présenté dans sa nouvelle tenue de imitation de Eminem, je sais pas, enfin, je pense un peu de rappeur blanc. Donc, il a déclaré dans cette vidéo que c'était grosso modo la fin de la modération comme on la connaissait, qu'on allait passer à un système un mélange d'automatisation, on y revient sur cette idée de l'automatisation, et donc finalement d'une intelligence artificielle qui filtrerait automatiquement ces contenus problématiques, et de notes communautaires un peu à la Twitter. Tout ça au nom de la liberté d'expression, soi-disant, mais encore une fois, cela coïncide presque
bon, il y a quelques mois de décalage avec ce que Neil vient de dire, c'est-à-dire qu'en avril, on annonce aussi que les activités de modération de contenu à Barcelone se terminent. Donc c'est quoi? C'est vraiment la fin d'une saison, c'est la fin de une manière de faire de la modération sur Facebook. On est effectivement arrivé à une phase de automatisation de ce processus, et ben que nenni, parce que en réalité, d'abord, il faut regarder la raison véritable pour la fermeture des opérations de Meta sur Barcelone. Il y a eu une suite de décisions et d'une plutôt importante récemment d'un tribunal catalan du travail en faveur de plus de 800 travailleurs basés à Barcelone, donc 800 sur 1000, c'est presque la totalité de ce nombre vraiment important de cette force de travail, dans le cadre de poursuites judiciaires pour discrimination salariale. Il y a des décalages importants entre les personnes qui parlent différentes langues et impact psychologique du travail. Et le fait est que, en réalité, la fermeture des opérations sur Barcelone ne sonne pas le tocsin de la modération humaine faite à la main par des personnes qui passent des heures et des heures à regarder des contenus problématiques. Et en réalité, ce que Meta présente comme de l'automatisation, comme c'est souvent le cas, est en effet un problème ou plutôt un enjeu de délocalisation, de offshoring vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère et surtout où le droit du travail est moins strict, ou carrément où les syndicats sont complices des agissements des différentes entreprises qui s'occupent de cette modération, autant Facebook, Meta, que les sous-traitants et les plateformes qui sont impliquées. Le déplacement en réalité des activités espagnoles ou catalanes plutôt se fait vers deux centres, deux plaques tournantes de la modération aujourd'hui, l'une en Afrique, l'autre en Amérique du Sud. Donc, j'ai parlé de la Colombie et le Kenya. Ça, c'était quelque chose qui était connu déjà, du moins à Barcelone depuis un moment. Mais là, on commence aussi à avoir des données assez inquiétantes sur les conditions de travail dans ces autres pays. Parce que si on pouvait se plaindre des situations, des conditions de travail à Barcelone, je peux vous assurer qu'en Amérique latine et en Afrique, c'est décidément pire. Quand on dit qu'il n'y a pas mort d'homme, là, en réalité, il y a mort d'hommes et de femmes au singulier, parce que ces deux pays ont été complètement dominés, et même les conflits syndicaux, des conflits ouvriers qui accompagnent l'activité, l'existence de ces modérateurs en Colombie et au Kenya ont été dominés par des histoires qui sont passées dans la presse. Il y en a d'autres qui ne sont pas passées dans la presse, de deux décès liés à l'activité de modération. Le premier décès, c'est en 2022, c'est la mort de Luis Pimentel, donc c'était une enquête qui a été ouverte par le ministère du Travail colombien. C'était un travailleur, un modérateur qui est mort d'un infarctus face à son écran. On peut soupçonner ou croire, voilà, même si on n'a pas de vérification, que le contenu était tellement dérangeant qu'il a eu un infarctus. Et la situation encore plus terrible est que son corps sans vie est resté là, assis sur cette chaise, alors qu'autour de lui, ses collègues étaient contraints de continuer à modérer comme si rien n'était, parce que le secours n'avait pas pu accéder au centre de modération au nom de problèmes de sécurité. La situation est encore plus inquiétante pour la mort de la modératrice nigérienne, mais installée et travaillant depuis Nairobi, Ladi Anzaki Ulubuni, qui est morte l'année passée, et son décès a été au centre de plusieurs controverses, parce que on ne sait pas encore aujourd'hui s'il s'agit d'un suicide dû effectivement aux troubles post-traumatiques liés à son activité, ou quelque chose d'encore plus inquiétant, comme par exemple un assassinat.
Et surtout dans ce contexte-là, on est face effectivement à des situations dans lesquelles on peut strictement connecter les conditions de travail et ces morts sur le lieu de travail. Mais la question est que, en effet, le lieu du travail, ou plutôt, on va dire comme ça, le secteur, la technologie même dans laquelle la modération de contenu s'inscrit, mérite, à mon avis, d'être analysée. Parce que même dans les définitions que Neil a données, on se concentre vraiment encore beaucoup sur l'idée que la modération de contenu soit liée au contenu des médias sociaux. Alors que aujourd'hui, 2026, on peut affirmer que l'intelligence artificielle a avalé même l'expérience historique des réseaux sociaux numériques, donc des médias sociaux, et qu'aujourd'hui, les modérateurs soient devenus des ouvriers de la donnée, donc des data workers comme les autres, dans la mesure où eux aussi sont mis au travail pour préparer des intelligences artificielles, parfois développées par les entreprises mêmes. Donc Meta développe sa propre intelligence artificielle, TikTok développe son intelligence artificielle qui sert justement à filtrer ou à recommander des contenus. Et souvent, ces mêmes personnes, ces mêmes modérateurs peuvent travailler de manière assez agnostique, on va dire, un jour pour Google, un autre jour pour Meta, l'autre jour encore pour OpenAI. Et ça, c'est quelque chose qu'on a documenté dans ce documentaire qui s'appelle Les sacrifiés de l'IA, lequel, je peux vous assurer, n'a pas été vraiment une balade en termes de conditions de réalisation, surtout à Nairobi, où notre troupe de tournage a risqué de se faire arrêter par la police locale suite à, disons, un ensemble de commérage, copinage, on va dire comme ça, entre le gouvernement, les forces de l'ordre et certaines grandes entreprises installées sur le territoire. L'élément important qui constitue effectivement le cœur de cette présentation qui maintenant va, disons, passer vers une explication un peu plus théorique, est que il ne faut pas considérer la modération de contenu tout simplement comme un travail qui consiste à supprimer des images, des textes et des vidéos, mais plutôt un travail de façonnage de données pour les préparer afin qu'un modèle d'intelligence artificielle puisse s'en servir. Donc, c'est un travail d'entraînement et pas que de intelligence artificielle, et que c'est moins une question de supprimer du contenu, mais plutôt que d'apprendre à la machine, au modèle donc d'intelligence artificielle, à ignorer un certain type de contenu. Comme certaines données sont fléchées, sont signalées et étiquetées, labellisées dans les bases de données pour que l'intelligence artificielle apprenne à partir d'elles, d'autres données sont fléchées, étiquetées pour que l'intelligence artificielle n'apprenne pas. Et donc ça, c'est effectivement les contenus ou les données comme modèrent. Et pour comprendre ça, il faut, par exemple, il suffit de se pencher sur le cas ChatGPT. Le cas ChatGPT a été tout de suite assez rapidement connecté à la question de la modération de contenu. Si vous vous souvenez, c'était novembre 2022, le lancement de ChatGPT en tant que produit commercial. Et 2 mois après, janvier 2023, le magazine américain Time publie ces révélations d'un centre de modération, encore une fois au Kenya, à Nairobi, dans lesquels des personnes s'occupaient de modérer ChatGPT. Donc, c'était un travail fait directement pour faire en sorte de flaguer, donc de marquer des contenus problématiques dans les bases de données d'entraînement de ChatGPT. Et que ces personnes, évidemment, étaient rémunérées d'une manière très, très faible. Dans l'article de Time, on parlait de $2 par heure. Nous, on a pu regarder les contrats de ces travailleurs. C'était plutôt $1,34 par heure. Donc, c'est encore pire. Et pourquoi ce travail est-il nécessaire? Pourquoi il faut aussi modérer une intelligence artificielle? Et parce que déjà, dans le nom ChatGPT, ou plutôt dans l'acronyme GPT, se cache le rôle même de ces travailleurs. Que signifie
GPT ou GPT plutôt. Donc, le G signifie génératif, donc c'est un modèle qui génère du texte, des images et ainsi de suite. Le T signifie transformer, c'est le type de modèle. Et le P, c'est celui qui porte disons, la charge de cet acronyme, parce que ça signifie pre-trained ou pré-entraîné. Donc, ça signifie que quelqu'un a dû entraîner ces modèles pour qu'ils génèrent du texte, des images et ainsi de suite. Et donc, comme dans l'entraînement, on apprend par exemple à un athlète à faire certains gestes de manière efficace, et dans d'autres cas, on lui apprend à ne pas faire d'autres gestes qui pourraient être nuisibles. Donc, de la même manière, on apprend à ChatGPT à éviter certains contenus, d'où le rôle de ce pré-entraînement. Alors, la question qu'on peut se poser est où a lieu ce pré-entraînement. En premier lieu, on le voit, c'est le Kenya même. Donc, ça, c'est le logo de la plateforme qui était utilisée sous-traitante de OpenAI, de Google, de Facebook et compagnie. Mais elle avait aussi des opérations dans d'autres pays d'Afrique, le Ghana, l'Afrique du Sud. Mais il y avait aussi d'autres plateformes qui étaient installées, par exemple en Europe, en Turquie, d'autres encore qui étaient installées en Inde, au Bangladesh, au Népal, d'autres encore qui étaient installés en Amérique du Nord, et d'autres encore comme Scale AI, qui s'est fait récemment racheter par Meta, qui était installé autant dans les Amériques que dans l'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que cette cartographie des lieux dans lesquels sont pré-entraînées ces intelligences artificielles et ces filtres de recommandation ou de filtrage de contenu problématique commence à devenir quelque chose qui rappelle de près, même nos propres déplacements comme DeepLab, comme chercheurs DeepLab, entre le nord et le sud du monde. Donc, il faut aller là où on trouve ces modérateurs et ces pré-entraîneurs d'intelligence artificielle. Donc voilà, je vois Neil qui déjà reconnaît certaines des personnes qu'on a rencontrées ensemble. Voilà, nous, on les rencontre parce qu'on les rencontre chez eux et parfois on les rencontre chez nous. On les invite à venir présenter au Parlement européen ou dans des colloques scientifiques. Donc ça, c'est des personnes qui ont pré-entraîné certaines de vos intelligences artificielles les plus connues, et certains et certaines d'entre eux ont aussi été les modérateurs des contenus les plus monstrueux, affreux et problématiques des médias sociaux et d'autres applications de ce type-là. Donc, c'est des hommes et des femmes qui ont des visages qui viennent de pays comme le Venezuela, l'Iran, la Nigeria et ou le Kenya ou d'autres, la Syrie et ainsi de suite. Et donc, dans quelle mesure peut-on parler de travailleurs invisibles alors qu'on les voit? Nous, on parle avec eux, on les rencontre. Et donc, c'est invisible, c'est une façon de parler, c'est plutôt invisibilisé, c'est des travailleurs cachés. Mais encore une fois, il suffit d'aller là où ils sont. Et donc, je vous présente quelques images tirées d'un terrain d'enquête qu'on a réalisé à Madagascar, autre pays très important pour la modération, surtout de contenu en langue française. Donc, nous, on était là-bas entre 2012 et 2023, physiquement, comme DeepLab, mais en réalité, personnellement, j'ai commencé à interviewer des personnes qui produisaient des intelligences artificielles ou modéraient des contenus depuis Madagascar depuis 2017. Donc, ça commence à faire presque 10 ans. Donc, ça, vous voyez à l'écran, ça, c'est la happy hour des modérateurs et en général des ouvriers de la donnée à Tananarive, la capitale de Madagascar. C'est des personnes qui, à 18h, commencent à la fin de leur tour à rentrer chez eux. Donc, vous voyez, ils ne sont pas visibles du tout. Et ces personnes travaillent depuis une variété et une diversité de lieux, d'endroits. Même si un peu moins classique pour les modérateurs, ça arrive d'avoir des modérateurs qui travaillent depuis chez eux, donc qui peuvent travailler depuis leur chambre à coucher, par exemple, ou leur salle à manger. Mais on a aussi des personnes qui travaillent, pour la modération, en réalité, c'est plus courant à cause des questions de sécurité et de confidentialité, qui travaillent depuis des open space comme celui-là. Donc là, vous avez un plan de production, un production floor de 300 personnes en l'occurrence, et ces personnes ont chacun leur poste.
Mais parfois, on a aussi des personnes qui font de l'entraînement depuis des endroits vraiment sauvages, sauvages au sens de dire, qui ne sont pas vraiment protégés ni confidentiels du tout. Parfois, il m'est arrivé d'être témoin de personnes qui faisaient de la modération, de contenu assez sage, on va dire, assez bon enfant, mais depuis des bars ou dans des cybercafés comme celui-là. Certainement, le cas le plus courant, surtout dans des contextes dans lesquels la modération et l'entraînement d'intelligence artificielle se superposent avec le travail informel, c'est d'avoir des situations comme par exemple celle-là. Ça, c'est une petite maison à la périphérie de Tananarive qui a été transformée en usine à clics, en usine à données, dans laquelle voilà, chaque pièce accueille une vingtaine de personnes, chacun avec son poste, et chacun est en train de faire un peu de travail de la donnée. Donc, là, il faut vraiment se dire en quoi consiste le data work, et après on termine avec une cartographie générale un peu plus précise de celle qu'on vient tout juste de présenter. Ce data work, nous, on a une manière de le décrire, donc le travail de production des données pour l'intelligence artificielle. On peut le résumer avec ce qu'on a publié en 2020 comme le modèle PVI. PVI veut dire préparation, vérification et imitation de l'intelligence artificielle. C'est ça les trois fonctions du travail humain sur la donnée pour l'intelligence artificielle. La préparation, bon, disons que c'est peut-être la plus connue parce que c'est l'entraînement ou parfois même la génération des données. Il faut préparer des données, mais il faut d'abord les produire. Donc là, je vous donne un exemple qui est un peu crade, je m'en rends compte, mais je suis certain que vous allez le retenir. Ça, c'est une personne qu'on a interviewée pour notre enquête sur le travail de la donnée au Brésil en 2023. C'était une personne dont le travail consistait à prendre des photos d'excréments de chiens pour entraîner une intelligence artificielle qui n'était pas de modération, mais qui était une intelligence artificielle d'un robot aspirateur. Le robot aspirateur doit éviter des obstacles, y compris des obstacles de nature canine. Et donc, il faut que quelqu'un prenne des photos et après, quelqu'un d'autre entraîne à l'éviter. Donc, si vous voulez, c'est une forme de modération. On lui apprend à ne pas passer sur ces objets, ou plutôt ces formes biologiques. Si nous regardons la chaîne d'approvisionnement de ces données, et donc, si vous voulez, le flux de data work nécessaire pour produire cette intelligence artificielle, on a une entreprise qui est installée aux États-Unis qui produit ces aspirateurs régis par des intelligences artificielles. On a des travailleurs qui sont au Brésil et le flux est assez direct. C'est du sud au nord, c'est depuis le Brésil vers les États-Unis. Les choses se compliquent si on va regarder la vérification de l'intelligence artificielle, ce qui, à mon avis, constitue vraiment le moment où le travail de la donnée et le travail de modération se superposent presque complètement. Parce que lorsque on a lancé déjà une intelligence artificielle ou un modèle, ça peut être aussi un modèle de recommandation de contenu sur un média social, il faut vérifier que ce modèle automatique artificiel fonctionne comme il dit, comme on a promis qu'il fonctionne. Et donc, il faut que quelqu'un vérifie. Appelez-le contrôle qualité, on l'appelle vérification de l'IA, mais c'est aussi la modération. Donc, il y a des personnes qui doivent vérifier que ce système marche bien. Donc là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qu'on a interviewé en France, qui écoutait des enregistrements de personnes qui parlaient avec leur assistant vocal, avec Siri, en l'occurrence, c'était Cortana de Microsoft, et qui devait vérifier que l'intelligence artificielle avait bien interprété, avait bien compris et donc bien retranscrit ce que la personne avait dit. Et donc, vous pouvez bien imaginer, il y a parfois des gens qui parlent avec des accents comme le mien, parfois il y a des gens qui parlent dans des endroits où il y a un bruit de fond. Là, le modèle peut interpréter de manière erronée cela, et donc, c'est nécessaire que quelqu'un vérifie qu'une intelligence artificielle qui existe, qui est déjà lancée sur le marché, c'est pas du pré-entraînement, si vous voulez, c'est du post-entraînement, et si vous voulez aussi, c'est la modération. Et c'est un peu plus complexe pour ce qui concerne, et je vais terminer très très vite, ce qui concerne la chaîne, la supply chain, là, parce qu'on a une entreprise qui est installée aux États-Unis, donc c'est Microsoft, qui sous-traite à une entreprise ou plateforme installée
en Chine, laquelle sous-traite à une plateforme qui est installée au Japon, laquelle sous-traite à une plateforme, à sa filiale installée en Espagne. Le recrutement de travailleurs en France qui parlent français pour des utilisateurs d'assistants vocaux qui parlent français, et après la vérification, ces données traitées sont envoyées à nouveau aux États-Unis. J'espère que vous avez vu cette joyeuse animation qui nous fait faire le tour du monde pour faire fonctionner un assistant vocal. Je termine avec la dernière et la plus problématique de ces formes de travail humain sur les données pour l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la imitation de l'intelligence artificielle. Alors, la presse régurgite chaque mois, parfois même un peu plus fréquemment que ça, des cas de fausse intelligence artificielle ou d'entreprises, même des grandes entreprises comme Google, comme Facebook, comme Amazon, qui qui ont promis d'avoir mis en place un système entièrement automatisé, comme par exemple les systèmes, les supermarchés sans caissier de Amazon ou certains assistants vocaux de Google, mais très vite, on découvre que c'est des travailleurs de la donnée qui sont parfois installés en Inde, parfois installés en Afrique, parfois installés en Colombie, on y revient, qui réalisent une partie importante, voire la totalité de ces tâches. Alors, c'est clair que l'imitation de l'intelligence artificielle, elle peut être liée à des situations de fraude. Mais je vais vous dire que c'est quelque chose de beaucoup plus systématique et, hélas, beaucoup plus omniprésent que cela. Et je vous présente un exemple que nous, on a suivi et étudié, encore une fois, à Madagascar. Vous allez voir pourquoi. C'est une entreprise européenne qui produit des caméras de surveillance intelligentes, je mets ça entre beaucoup de guillemets, déployées dans des supermarchés et des grandes surfaces. C'est des caméras qui détectent les comportements humains, et donc si quelqu'un est en train de se mettre dans une poche ou dans un sac un produit, cette caméra est censée détecter ce vol et envoyer un message automatique au caissier ou aux agents de sécurité. Le problème est qu'il n'y avait pas d'algorithme, c'est-à-dire que ce travail de caméra intelligent était fait, oui, par des personnes intelligentes qui étaient effectivement des centaines de personnes à Tananarive, Madagascar, et donc nous on a passé une semaine avec eux, ils travaillaient le jour et la nuit, et ils travaillaient en temps réel pour vérifier à distance que les vols ne se réalisent pas, et lorsqu'ils détectaient un vol, ils envoyaient un message automatique, faisaient du copier-coller, et ils envoyaient un SMS à quelqu'un qui était le contact dans ce supermarché, dans cette grande surface. Donc c'était des personnes qui savaient très bien qu'ils étaient en train de faire de la surveillance à distance, et que de ce point de vue-là, était aussi participer à un système d'exploitation véritable, parce que si on parle de combien ces personnes sont payées, bon, vous avez souvent entendu parler des salaires très très faibles des modérateurs, en général des travailleurs de la donnée, mais à Madagascar, on a vu les formes les plus extrêmes. Déjà, les personnes qu'on a interviewées normalement arrivaient à gagner, disons, autour de 100, l'équivalent de 100 euros par mois, ce qui n'est pas suffisant pour vivre à Tananarive, parce que c'est la capitale, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est cher, mais en plus, on a pu attester, comme cette image des voiles, et je vais vous aider à la lire, parce que c'est peut-être un peu petit, ça c'était un barème qui était affiché dans l'une de ces entreprises de travail de la donnée, et c'était un barème de rémunération qui correspondait à différents niveaux de performance. Niveau de performance 1, je crois que vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est marqué que cette personne va être payée 1 kilogramme de sucre. Niveau 2, c'était 1 kilogramme de haricots. Niveau 3, 100 kg de riz, et après vous montez 25 kg de riz, et ainsi de suite. Donc là, carrément, on est face à des personnes dont le salaire est tout ou en partie, entièrement ou en partie, rémunéré en nature, pas en espèces, mais effectivement en produits alimentaires de première nécessité, ce qui signifie vraiment que là, quand on parle de salaire de la faim, là, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de ça pour pouvoir se nourrir. Et regardons pour terminer
la supply chain, donc c'est une entreprise installée en Europe qui envoie des données vidéo à Madagascar. Les travailleurs malgaches traitent ces données, donc d'une marque vol ou pas vol, et renvoient ces données en France ou en Europe. Et ça, à l'époque, c'était depuis 5 ans. Donc, ils n'avaient jamais développé un algorithme de surveillance, de caméra de surveillance intelligente. Je termine vraiment avec cette cartographie générale qui est quelque chose qui vous aide à comprendre exactement comment ce phénomène est désormais un phénomène global qui concerne pratiquement tous les pays du monde, ou presque. Et ça, c'est seulement sur la base de données qui sont très, très difficiles à obtenir et que nous et nos collègues de Oxford Internet Institute, l'OIT à Genève et l'université de Hangzhou en Chine, nous avons pu obtenir au prix de risques personnels pour notre incolumité physique, risques légaux. Et donc, voilà, maintenant, on peut vous dire que la cartographie au niveau global rassemble grosso modo à ça pour les travailleurs de la donnée. Donc, nous avons des entreprises qui sont installées dans les pays de l'hémisphère nord, pratiquement, et qui sont les entreprises qui centralisent les données, qui commercialisent les solutions d'intelligence artificielle. Si on parle des modèles du type ChatGPT, Claude et Grok et compagnie, vous les trouvez à des endroits comme les États-Unis ou en Europe, comme Mistral, ou en Chine, comme DeepSeek. Mais où sont les travailleurs? Les travailleurs qui entraînent, vérifient et parfois imitent les données pour l'intelligence artificielle. Il y a 4 flux principaux. Le premier a comme point de départ l'Asie du Sud-Est, et donc c'est les Philippines surtout, au lieu de la modération des contenus et des données. Après, ça passe par l'Inde et arrive jusqu'aux États-Unis. C'est lié aussi à des longues traditions de sous-traitance, à des questions linguistiques et des héritages, hélas, coloniaux, parce que l'Inde était évidemment une colonie britannique pendant longtemps et les Philippines avaient été un gouvernorat colonial des États-Unis au 19e siècle. Donc vous voyez que c'est une histoire longue qui se manifeste à travers ce symptôme actuel du travail de la donnée. La situation change radicalement pour la Chine. La Chine aussi a ses flux de colonisation de certains pays de l'Asie du Sud-Est en particulier. Donc, on a pas mal de communautés sinophones en Malaisie, par exemple, à Singapour, qui produisent des données pour des entreprises chinoises, mais la majorité ou la presque totalité en réalité des données pour l'entraînement et la préparation, la production des intelligences artificielles chinoises sont faites à l'intérieur de la Chine même grâce à un vaste système qui est sponsorisé par le gouvernement. Si vous voulez, je peux vous en parler par la suite dans les questions. Je ne m'attarde pas trop sur cela parce que sinon ça prendrait vraiment plusieurs minutes pour vous raconter ça. Après, on a le flux de l'Amérique latine qui est double. L'Amérique latine travaille largement pour les États-Unis. Surtout, c'est le pays central depuis 2017 dans nos enquêtes, c'est le Venezuela. Et encore une fois, si vous voulez, dans les questions, on pourra aborder de pourquoi, pour nous, les agissements de Donald Trump au Venezuela sont la continuation d'une histoire qui avait justement commencé en 2017 avec l'élection, ou plutôt l'arrivée au pouvoir de Maduro. Et que c'est un enjeu géopolitique plus général lié à celle qui, à une époque, on aurait pu appeler la doctrine Monroe, et que désormais, à l'époque de Donald Trump, on appelle la doctrine Donroe, donc Donald Monroe, c'est-à-dire domination par l'Amérique du Nord et surtout les États-Unis de tout l'hémisphère ouest. Mais certains de ces travailleurs travaillent aussi pour des entreprises européenne. Pensez encore à la continuité linguistique entre le Portugal et le Brésil ou l'Espagne et l'Amérique latine, donc, ce qui explique pourquoi des Colombiens travaillent pour prendre la place des Catalans dans la modération de contenu.
Mais on a aussi le dernier flux, et je termine avec ça, qui est le triple flux africain, les pays d'Afrique, pour peu qu'on ait les explorer, parce que c'est vraiment difficile et on a une connaissance vraiment beaucoup plus limitée que dans d'autres contextes pour l'Afrique. On a pu, pour DeepLab, se pencher sur le cas de Madagascar, Kenya, surtout Égypte, mais un peu, disons, sur d'autres cas comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Nigeria, le Maroc, etc. Mais on a pas mal de trous. Et malgré ces trous, on voit que l'Afrique, les pays africains travaillent pratiquement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des données et des ouvriers de la donnée qui travaillent autant pour des Français, par exemple, effectivement, les anciennes colonies françaises et les pays de langue francophone, encore aujourd'hui, continuent de, par exemple, faire de la modération et de l'entraînement d'intelligence artificielle pour des entreprises françaises. On a le contexte des pays de langue anglaise. Encore une fois, le Kenya est bien placé pour des tas de raisons, qui travaillent principalement pour les États-Unis. Et on a des pays comme l'Égypte, dont c'est pour ça qu'on s'y est penché sur notre dernière étude. L'Égypte est un pays qui travaille pratiquement pour tout le monde. Il travaille pour l'Europe, il travaille pour les États-Unis, c'est-à-dire les travailleurs de la donnée, ils travaillent pour eux, mais surtout, il travaille pour la Chine. Donc, personnellement, j'ai interviewé des personnes en 2020, donc pendant le Covid, j'étais au Caire, interviewé des personnes qui faisaient de la reconnaissance faciale pour Tencent. Tencent, c'est l'équivalent de Meta en Chine. Et donc, ça, il le faisait depuis la périphérie du Caire. Et ça, c'est effectivement une longue histoire. Encore une fois, ça fait plusieurs années que cette histoire continue. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Si vous voulez, c'est une petite minute publicité. Le 20 février 2026, à 15 heures, on a une présentation de notre collègue Fundal Speck qui parlera du lien entre ce travail de la donnée et le système plus vaste des chaînes d'approvisionnement dont j'ai présenté, disons, quelques bribes. Donc voilà, je vous remercie et on a encore un peu de temps, j'espère, pour des questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Antonio. Alors, il nous reste 12 minutes. Donc, je vais poser une première question pour enclencher la discussion. Et je vais d'abord, d'ailleurs, si tu me le permets, je vais répondre à. On a 4 questions là, donc 2 de Suzanne et 2 de Garance, une de Garance, une de Clara. Suzanne, d'abord, elle posait la question, le fait que les personnes travaillent depuis leur domicile, donc c'était par rapport au modérateur que tu évoquais, ne renforcerait-il pas la violence considérée? La maison ne peut plus être vécue comme un sanctuaire, il devient donc difficile de couper. Alors, je vais juste, enfin, en fait, je vais pas répondre, mais je vais répondre. Ma réponse sera une réponse parce que les entretiens que j'ai pu mener avec les modérateurs de Barcelone pendant le Covid sont assez, ne donnent pas de résultats très concrets. En fait, ce que le travail depuis la maison consacre, cristallise, ce sont les inégalités entre chacun. C'est-à-dire, plus on a une grande maison, plus on est confortable, ça c'est sûr. Beaucoup des modérateurs de Barcelone étaient la plupart du temps des gens plutôt précaires. Ils n'étaient pas payés moins de 2 euros, moins de 2 dollars de l'heure, mais même par rapport au loyer de Barcelone, le salaire ne permettait pas de se loger dans un palace. Cela dit, et j'introduis quelque chose aussi qui est intéressant qu'on n'a pas évoqué, mais qui est relatif au rythme de production des modérateurs de contenu. Le travail à la maison faisait que les modérateurs pouvaient gérer leur temps un peu comme ils le souhaitaient. Dans la tour Gloria, ce qu'Antonio a mentionné, les modérateurs étaient tenus à des strictes métriques de production, c'est-à-dire qu'ils devaient travailler 55 minutes et prendre une pause de 5 minutes chaque heure. Je vais essayer de faire vite parce qu'on pourrait en parler des heures de ces métriques de production, mais les pauses, en plus, elles étaient obligatoires. C'est-à-dire que chaque modérateur devait obligatoirement prendre une pause de 5 minutes. Alors, 5 minutes dans une tour qui fait 30 étages, vous imaginez pour les fumeurs ou ceux qui ont envie de prendre l'air, c'est impossible de descendre, prendre l'air, respirer un coup. Pour aller aux toilettes, c'est pas non plus particulièrement évident. Donc, la réponse sur la question de la violence induite par
le travail à domicile, elle est un peu mitigée. Je voulais ensuite, donc pareil, il nous reste 10 minutes, donc je vais essayer de faire vite, mais c'est dommage parce que c'est un sujet, Antonio, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. À la fin, chez les modérateurs de Barcelone, à Meta, le système de modération a changé. Dans les 8 derniers mois, donc pour tout le monde, les modérateurs, quand ils étaient face à un contenu, ils ont ce qu'on appelle un arbre de décision. Donc, vous avez un contenu et à la gauche de votre écran, vous avez donc toutes les infractions de Meta. Vous avez donc nudité, apologie du terrorisme, spam, harcèlement, discours haineux, etc., etc. Il y a déjà une hiérarchie morale qui est très intéressante à explorer, que j'explore dans ma thèse. Ce n'est pas le sujet là tout de suite. Mais les modérateurs, dans un premier temps, décidaient, et ça c'est important, je pense, ils décidaient si le contenu restait en ligne ou non. Évidemment, tout ça a été mesuré et c'est un peu plus complexe que cela, mais on peut considérer qu'ils avaient un petit peu de pouvoir décisionnel pendant un premier temps. Dans un second temps, dans les 8 derniers mois, le système de modération à Barcelone a changé et ils ne pouvaient plus en fait décider, ils n'avaient plus le choix d'autoriser ou de supprimer le contenu, ils devaient simplement remplir la catégorie et c'était l'IA qui décidait en fonction des catégories que les modérateurs avaient assignées au contenu, si le contenu restait en ligne ou non. Et alors, ma question, elle vient là-dessus, c'est-à-dire que, pareil, je vais essayer d'aller vite, mais je voulais citer un article sur Who Decides When Artificial Intelligence Works. Et je vais te poser une question un peu provoque, Antonio, par rapport à cet exemple. Sans faire fi du travail humain et de l'exploitation cynique des travailleurs du clic, généralement situés dans le sud global par les grandes entreprises de la tech, comment est-ce que tu vois l'évolution du travail humain algorithmique ? C'est un peu provoque, mais est-ce que tu ne penses pas que petit à petit, la dimension humaine du data work va être réduite à de la supervision et non plus à de l'entraînement et de la notation ? Ok. Moi, je vois pas la provocation. Ça fait partie d'un débat qui, de manière un peu low-key, on continue d'avoir, y compris toi et moi. Enfin, je veux dire, hein, c'est clair que, tu sais, je suis assez, disons, assez sceptique vis-à-vis de la possibilité d'une véritable automatisation de ces processus, dans la mesure où, même si tu dis que le travail humain se réduit à un travail de supervision, ceci n'enlève pas que c'est une supervision qui nécessite de jugement humain. Il y avait ce petit documentaire il y a quelques années qui parlait de modérateurs sur un site de rencontre en Inde. Je pense que c'était tout simplement The Moderators, et dans lequel l'un des personnes interviewées disait, et c'était un formateur, disait « You have to judge the data ». Ça, c'est le travail du modérateur, juger les données. Donc, si on les juge comme véritable créateur de ces données, parce qu'effectivement, une donnée n'est jamais une donnée brute, une donnée demande toujours que quelqu'un lui attribue un sens, qu'on l'oriente pour un certain métier ou une certaine finalité productive. Donc, si tu l'appelles supervision ou si tu l'appelles entraînement, ça ne change strictement rien. Peut-être que même à la limite, il faut vraiment faire filer la métaphore de l'entraînement et se dire que comme l'entraînement pour un sportif ne s'arrête jamais, parce qu'on ne s'entraîne pas seulement une fois, hein, bah de la même manière, l'entraînement pour les modèles d'intelligence artificielle et les films de modération ne s'arrête jamais. Donc parfois, il s'agit tout simplement de faire un petit rappel des règles mêmes. Ça pourrait être de la supervision à la limite, mais moi je ne vois pas en ça la différence fondamentale par rapport à ce qu'on a étudié et que toi-même tu as observé à la fin des années 10. Ce que je vois de plus intéressant, c'est la plateformisation de certaines grandes entreprises qui auparavant étaient déjà dans des dynamiques de délocalisation. Je pense au call center,
qui sont désormais en train de intérioriser complètement ces formes de modération. Nous, on voit de plus en plus de grandes entreprises qui, il y a 10 ans, étaient des entreprises pures, qui sont en train de se transformer dans des hybrides plateformes, places de marché, dans laquelle on a énormément de personnes qui font de la modération. Et là, ça se reconnecte aussi à ce que tu disais à propos de la, disons, du logement, voilà, des conditions de logement. Parce que parfois, ces grandes entreprises peuvent carrément se permettre, j'ai à l'esprit quelques exemples, surtout au Portugal, Oui, à Lisbonne. à Lisbonne, voilà, de avoir un parc immobilier qui met à disposition de leurs modérateurs, et donc ces modérateurs ne sortent jamais de la. Donc, si on pouvait se plaindre, Oui. par exemple, de la Torre Gloriès, du fait que c'était impossible d'en sortir, ben là, tu sors plus, mais carrément, parce que tu vas d'un bureau à une maison, un appartement qui est un bureau. Oui, en plus, tous tes colocs sont des collègues, donc Des collègues. Tu peux vraiment pas Voilà. déconnecter. Toute petite anecdote aussi, et ensuite je vais lire les questions, mais par rapport à la délocalisation des modérateurs de Barcelone, il y a aussi, je crois, une ouverture en Bulgarie. Donc il faudrait potentiellement, hein, Oh, pour absolument. le DeepLab, Ah oui, non, parce que après, on a jamais aussi abordé l'autre question. Qu'est-ce qui se passe à Cluj, en Roumanie? Il y a énormément, il y a carrément des lieux dont on sait qu'il y a une masse énorme de travailleurs, mais nous, on n'arrive jamais à y mettre le pied. L'année passée, j'étais en Roumanie en train de négocier un trait de terrain qui n'a pas marché. Voilà, donc, on nous sommes encore là à se poser des questions. Bon, je vais ouvrir un peu la conversation parce que sinon c'est juste un dialogue entre toi et moi. Donc je vais lire Alors, est-ce que je le fais par ordre chronologique? Alors, je vais peut-être commencer par la question de Garance, qui nous dit merci pour cette présentation très intéressante. Dans quelle mesure les recours à des travailleurs situés majoritairement dans les Suds s'apparentent-ils à une nouvelle forme de délocalisation? Cette externalisation géographique n'est-elle pas le mécanisme principal qui permet la dévaluation économique et symbolique de ce travail pourtant essentiel? Antonio? C'est très bien formulé. Et je vais dire rapidement, parce que tout était dans la question. Il y a en effet une question de dévalorisation du travail parce que c'est lié à, disons, au souhait de sous-rémunération de ce travail. Dans la mesure où on continue de dire que c'est un travail sans qualité ou un travail sans qualification nécessaire et que n'importe qui pourrait le faire, on le déprofessionnalise. C'est-à-dire qu'on n'admet pas que ces personnes-là soient des professionnels de la modération. Donc, on habitue les travailleurs à penser à ce travail-là comme un travail sans issue et sans progression possible, sauf celle de devenir superviseur, mais à part ça, voilà, il n'y a pas d'autres débouchoirs possibles. Donc ça, c'est effectivement une stratégie, et là, ça c'est classique, c'est-à-dire on continue de dire que ce travail-là est un travail sans qualité, mais on peut le dire pour, que sais-je, les plombiers comme pour les modérateurs de contenu. Il y a énormément de professions qui sont dévalorisées depuis des siècles, mais en réalité, j'y vois une stratégie disons, minimisation de la masse salariale et donc effectivement de l'argent déboursé pour ces personnes. Alors, on n'a plus qu'une minute sur le temps officiel. Je pense que c'est pas très grave si on dépasse de 5 minutes, mais on va essayer de répondre à toutes les questions parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Elles sont un peu complexes, donc c'est vrai que ça appelle à des réponses un peu longues. Je vais reprendre celle de Suzanne que j'avais oubliée. Elle nous demande, si j'ai bien compris, on peut acter le passage d'un travail vis-à-vis des contenus à un travail plus général d'étiquetage. Dans quelle mesure le machine learning ne peut pas être utilisé pour éviter que les modérateurs voient les contenus les plus affreux en les faisant passer pour... Pardon. Dans quelle mesure le machine learning ne peut pas être utilisé pour éviter que les modérateurs voient les contenus les plus affreux en les faisant plutôt travailler sur des contenus théoriques type synthetic data? Je vais ajouter un tout petit élément Absolument. de contexte, qui est que dans le cas des modérateurs de contenu à Barcelone, à la fin, sur les derniers mois, une IA recommandait une décision au modérateur. Donc ça, c'était l'entreprise s'est installée en 2018 et a fermé en 2025. À partir de 2024 environ, chaque modérateur, quand il recevait un contenu, ils avaient une suggestion de prise de décision. Donc vous aviez un contenu et on vous disait ça, c'est potentiellement du spam, ça, c'est potentiellement du terrorisme, etc., etc. Du résultat de mes enquêtes,
la précision de ces recommandations algorithmiques variait de 0 à 30%. C'est-à-dire que selon les plus optimistes, 30% du temps, l'IA qui leur recommandait une décision avait raison. Deuxième précision, je vais être un petit peu graphique, vous allez m'excuser. Quand vous avez un contenu, par exemple un meurtre, vous avez un meurtre et vous devez être supprimé de la plateforme. Il arrive dans plusieurs occasions que vous avez à la fois un meurtre et de la nudité. Or, pour prendre une décision, il faut catégoriser correctement le contenu que vous voyez. La nudité, selon Facebook, c'est plus grave que la violence graphique. Donc, dans beaucoup de cas, ça a changé vers la fin, mais c'était le cas pendant longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie si ça a vraiment changé. Dans beaucoup d'instances, en fait, les modérateurs devaient regarder une vidéo extrêmement violente pour vérifier s'il n'y avait pas un bout de sein qui dépassait ou un organe génital qui dépassait. Ce qui faisait que c'est pour ça que cette question du machine learning pourrait être utilisée pour éviter que les modérateurs voient des contenus affreux. Ça nécessite un petit peu plus de compréhension, je pense, du travail réel de la modération sur les grandes plateformes. Absolument, mais par contre, Neil, pour revenir justement à un exemple que tu connais, en réalité, à Barcelone en particulier, mais même ailleurs, des systèmes de recommandation algorithmique de jugement possible étaient en place depuis la fin des années 10. Par exemple, pré-reconnaissance, pré-traitement de certaines images. Donc, s'il y avait par exemple du sang, déjà, on annonçait que c'était peut-être un contenu violent. S'il y avait des images de certaines parties du corps liées par exemple à des formes de mutilation spécifiques ou de suicide spécifique, l'étiquette suggérée était déjà ça. Donc, il y avait des formes de pré-mâchage algorithmique qui pourraient être effectivement ce que Suzanne, je crois, suggérait dans sa question. Mais moi, je me dis que le machine learning, pour prendre de la hauteur, le machine learning ne peut pas, pour des raisons techniques et philosophiques, si l'on veut, être la solution, parce que le machine learning est le problème. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à faire des intelligences artificielles, à produire des intelligences artificielles, en s'appuyant sur des masses de données, on aura besoin de traiter ces données avant, pendant et après. Et donc, on aura besoin de jugement humain sur les données. Les données synthétiques en phase de pré-entraînement, malheureusement, ne marchent pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été attesté, par exemple, par un article, une étude qui était une méta-analyse de plusieurs cas, publiée l'année passée dans Science. Donc, en gros, grosso modo, si vous ajoutez du synthétique, la qualité des outputs des modèles de machine learning se dégénère assez rapidement. Et après, la dernière question est que même si vous arrivez à passer cet obstacle de l'impossibilité d'utiliser des données synthétiques pour pré-entraîner, il y a toujours la question de la vérification. Si vous avez des données synthétiques, vous avez toujours besoin de quelqu'un qui donne un sens humain à ces données synthétiques. Vous l'appelez reinforcement learning, vous l'appelez manual alignment, donc il y a des termes techniques qui sont utilisés en informatique, mais ça revient toujours au fait à injecter de l'humain dans la boucle, et cet humain-là est fort souvent un modérateur ou une modératrice. Allez, deux dernières questions très rapidement. On va les grouper peut-être. Ouais, je vais essayer, mais je suis intéressé de connaître davantage le modèle chinois sponsorisé par le gouvernement, si le temps nous le permet. Bon, je pense que le temps il va pas nous le permettre parce que, enfin, je sais pas si. Non, écoute, rapidement, on a publié un policy memo de Deep Lab il y a quelques mois sur le cas de DeepSeek, qui est assez symptomatique de la politique chinoise. Pour faire court, le gouvernement chinois depuis 2018 a décidé d'investir d'abord de reconnaître le fait que les intelligences artificielles, il faut les entraîner avec des données, et les données, il faut les produire avec des êtres humains. Et donc, il a commencé à mettre en place des systèmes de subsides pour des populations pauvres, surtout dans des villes qui sont des grandes villes, mais des villes relativement pauvres qu'on appelle
appelle des villes de troisième rang, qui sont souvent dans l'intérieur de la Chine. Et donc, ces personnes accédant à ces programmes, ils sont payés un salaire de subsistance et pour faire ce travail de la donnée, pour être des ouvriers de la donnée. Et là aussi, on a des formes de délocalisation des entreprises des grandes entreprises chinoises sont surtout dans des villes sur la côte comme Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, mais par contre, si vous voulez chercher où sont les travailleurs, vous les trouvez plutôt dans des provinces internes et dans des grandes villes relativement pauvres de la Chine. Donc ça, c'est pour raconter un peu rapidement le cas chinois. Et sinon, vous allez chercher notre policy memo DeepLab, DeepSeek, sur DeepSeek. Alors, la deuxième partie de la question, c'était est-ce que l'entreprise de caméras intelligentes a-t-elle fait l'objet de signalements poursuites? Non. Elle n'a pas fait Alors, parce que je ne savais pas qu'elle était. Ah non, pardon, la caméra de surveillance. Ah non, là, c'est une longue histoire. Là, vraiment, je ne peux pas la raconter, c'est trop long. Je me suis trompé voilà. Bon, je vais essayer d'aller. Je termine. Les data workers sont-ils des travailleurs formés ou viennent-ils de tous les horizons? Alors, pour l'exemple de Barcelone, la plupart du temps, c'est des gens qui ont au mieux des licences. La plupart du temps, ils n'ont pas des formations très longues. Et j'irai encore plus loin, mais je ne pourrais pas trop développer là-dessus. Mais pour ce genre de travail, plus on est formé, moins on évolue dans sa carrière, puisqu'on commence à se poser trop de questions. Et parfois, ce n'est pas bon pour son évolution au sein d'une structure ou d'une sous-traitante ou d'une sous-traitante pour ce type de travail. Peut-être Anthony, si tu veux rajouter quelque chose. Alors là, voilà, j'apporte une précision parce que c'est basé sur plusieurs années et plus de 30 pays. Alors, ce n'était pas seulement sur la modération, mais on commence à voir de plus en plus de données sur les modérateurs. Nous, on commence à voir des régularités statistiques qui vont en partie dans le sens indiqué par Neil et en certaines parties, ils s'en détachent. Je pense que Barcelone, c'était un cas spécial. Donc, on remarque que cette population se stabilise autour de deux tranches d'âge, les 20-24 et les 24-35. Donc, grosso modo, c'est des personnes qui sont dans la fleur de l'âge. C'est des jeunes, 20-30 ans. C'est pas des retraités, c'est pas des enfants. Il y a très, très peu de travail de mineurs dans ce contexte. D'ailleurs, il y en a seulement au Venezuela, selon nos données. Donc, c'est des personnes qui sont en plus diplômées et parfois très, très diplômées. Et ça, c'est une question importante. Par rapport à la moyenne nationale de chacune des nations dans lesquelles nous avons conduit des enquêtes, ces personnes sont plus diplômées que la moyenne. Et dans certains cas, avec des personnes qui avaient des niveaux master, qui avaient des niveaux doctorat, et ça devient de plus en plus comme ça parce qu'il y a eu une petite arnaque à l'intelligence artificielle l'année passée, liée à des questions de valorisation de certaines de ces entreprises qui ont cherché à embarquer, à recruter un maximum de personnes avec un doctorat pour montrer à leurs investisseurs que leur intelligence artificielle était devenue tellement intelligente que seulement des gens avec un PhD pouvaient les entraîner. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les données et surtout les rémunérations n'attestent pas que c'était vrai, mais ces personnes ont été recrutées. Après, ils n'ont pas pu travailler, mais donc ça signifie qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont des personnes très éduquées, très jeunes, donc normalement des personnes qui devraient avoir un accès privilégié au marché du travail, qui par contre ne trouvent que ce type de travail précaire, mal rémunéré et surtout avec des risques psychosociaux vraiment, vraiment importants. Toute dernière question, mais vraiment là, il faudra aller vite. Là, je dois vraiment y aller. Vas-y, tu veux la prendre quand même? Si. Il y a un espace pour un business model responsable dans ce secteur, c'est-à-dire avec une considération des travailleurs. Alors, on essaye. C'est difficile. Sur les questions d'intelligence artificielle, je suis avec beaucoup d'attention et aussi avec beaucoup de, de distance, mais pourquoi pas, je le suis quand même, tout le mouvement du coopérativisme de l'intelligence artificielle. On a eu un grand colloque il y a quelques mois en Turquie, à Istanbul. Donc, Cooperative AI, c'est surtout les gens liés à la New School à New York et un chercheur qui s'appelle Trevor Scholz.
je ne vois pas des solutions spécifiquement liées à la modération. C'est-à-dire que modération éthique, pour l'instant, j'ai pas vu des exemples significatifs. Pour l'instant, l'heure est vraiment au conflit syndical, c'est-à-dire que plutôt on cherche vraiment à à créer des syndicats, à monter des actions en justice, des recours collectifs, des class actions, des litigations, etc., etc. Mais c'est pas la recherche d'alternatives sur la question de la modération en particulier. Et donc, si vous voulez vous tenir au courant de la suite des événements, des class actions, du combat pour la reconnaissance de ce travail qui n'est plus invisible, puisqu'on en parle maintenant trop pour qu'il reste invisible. Vous pouvez suivre Antonio, j'imagine quoi, sur LinkedIn, sur la page du DeepLab. Oui, deeplab.eu. Oui. Voilà, merci. Et puis voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Neil. Et là, on se revoit une prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, vraiment au CNAM. Merci. Ça marche. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir.